Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM. Et ce mardi, notre invité, c'est Koumounete Dodi Thomas, président de Veille économique. Encore une fois, bonjour, monsieur Koumou. Bonjour, Joachim. Voilà, Veille économique, qu'est-ce que vous y faites? Écoutez, c'est une association à but non lucratif. Nous traitons de l'économie, voilà, de façon générale. Nous essayons d'analyser tous les rapports, les documents qui sortent en économie et en finance sur le Togo. Oui. Et nous essayons de les expliquer à nos compatriotes dans un langage beaucoup plus simple. Dans un français facile, on dirait. Tout à fait, tout à fait. Parce que je me rappelle bien, vous avez animé une conférence débat récemment à la Maison de la Santé et vous aviez quand même mis en exergue comment le pays est surendetté en ce moment nous ne serons pas en mesure de les payer. Même nos fils aussi risquent de venir payer ces dettes. Ça risque d'être compliqué en tout cas. Tout cas, oui. Peut-être avec le temps, la situation a décanté un tout petit peu. Non, mais ça se fait pas aussi rapidement que ça. Nous sommes en train de parler d'un pays. Avec le second rapport du FMI qui est sorti en novembre 2015, nous sommes à 62,5 du PIB, c'est-à-dire autour de 1500 milliards de dette totale de notre pays. Avec un PIB réel à 2400 milliards de francs CFA. Et on est à 400, nous avons évalué à 400 francs CFA par seconde le coût additionnel de la dette. Donc on ne paye pas un endettement de 62,5% du PIB en 6 mois, en 8 mois ou en une année. Il faut des années. Il faut régler le processus budgétaire, les allocations, de manière à prioriser un certain nombre de lignes pour créer suffisamment de richesses, à même de pouvoir faire face au remboursement de cet endettement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre des années. Nous espérons que les politiques économiques... le pays doit tendre encore vers un PPTE bis? Je ne sais pas si ce sera possible. Il faut comprendre que l'IPPTE a été possible parce que la structure de l'endettement le permettait. À l'époque, la structure de notre endettement était orientée essentiellement vers les pays occidentaux, c'est-à-dire qui étaient nos créanciers, ce qui fait qu'avec les rapports, je dirais, coloniaux, ils ont accepté à un moment donné de donner un nouveau souffle au pays. Donc ils ont accepté d'effacer jusqu'à 80% de la dette extérieure, de manière à rendre la dette beaucoup plus soutenable et à permettre au pays d'avoir un nouveau souffle et de rentrer dans ce qu'ils appellent le FEC, qui est, je dirais, la possibilité qui est donnée au pays, à l'achèvement du PPTE, de pouvoir rentrer dans des crédits qui sont mis en place par le FMI. Le FEC est arrivé à terme depuis, je crois, 3 ou 4 ans et le FEC n'a jamais été renouvelé parce qu'il faut des conditionnalités pour pouvoir accéder à ces crédits. Donc, voilà, il y avait des conditions qui étaient réunies qui permettaient l'IPPTE. Aujourd'hui, la structure donc d'être a complètement changé. Nos créanciers sont essentiellement des institutions, et notamment le Fonds koweïtien, nous avons des banques privées en Chine, Exim Bank de Chine, Exim Bank d'Inde. Voilà, ce sont des institutions qui n'accepteront pas, en tout cas en ce que nous connaissons, n'accepteront pas aussi facilement de rentrer dans une seconde initiative ou de nous remettre d'effacement de la dette. Donc je crois que à la limite, si effectivement nous rentrons dans une situation d'insoutenabilité de la dette, ils feront peut-être des rééchelonnements, des restructurations, mais je ne pense pas qu'on rentrera une fois encore dans l'allègement ou l'effacement d'une partie de la dette. Mais si le pays est surendetté, comment se fait-il que les États-Unis puissent, à travers leur agence MCC, Millennium Challenge Corporation, disons à travers leur programme Millennium Challenge Account, élu plutôt le Togo maintenant afin que celui-ci bénéficie même d'abord du seuil threshold et maintenant aller vers le compact? Écoutez, je pense que les critères du MCC sont probablement différents et je ne suis pas sûr que
La situation de l'endettement en fait partie. Mais je crois qu'on est au début de ce programme, de la mise en place du MCC, du MC, je crois. Nous sommes tout au début. Je ne pense pas. Le Togo est éligible, comme la Côte d'Ivoire l'a été aussi en même temps. Je ne pense pas que le déblocage des 400 milliards, je crois, c'est ce qui est attendu, des 400 milliards de francs CFA, sera fait de façon automatique parce que le Togo vient d'être. Je pense qu'il y a un certain nombre de conditionnalités, notamment liées à la gouvernance politique et la gouvernance économique, qui vont suivre et qui peut-être débouchera de façon positive sur le déblocage de ces fonds. Je pense que même au déblocage, les Américains font tout pour suivre la gestion de ces fonds. La gestion de la fonds, vraiment. Donc, je crois que ce sont des critères qui sont différents. Ça n'a rien à voir avec le surendettement de quelconque État. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le surendettement. Oui, le budget du Togo est voté récemment par les députés à l'Assemblée nationale et pour 2016, ça tourne autour de 1002 milliards de francs CFA. Mais je crois que c'est raisonnable. Pour un État qui se veut, pour un État qui se veut émergent. Écoutez, nous sommes un pays en voie de développement. Il faut pas faire d'amalgame. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes aux portes d'un pays en voie de développement. Nous avons $640 de PIB par habitant. Le seuil de sortie de la pauvreté, c'est $750 de PIB par habitant. Le seuil de l'émergence, c'est $3000 de PIB par habitant. Donc, pour parcourir ce chemin qui sépare les $640 de PIB par habitant que le Togo a aujourd'hui et les $3000 qui sont le seuil plancher de porte de l'émergence, il y a quand même du chemin à faire. Absolument. Donc, il faut pas faire d'amalgame. Nous ne sommes pas un pays en émergence. Nous sommes un pays pauvre qui se débat, qui fait des efforts pour sortir de la pauvreté. Bon, pour ce qui concerne le budget, nous avons un budget aujourd'hui à 1000 milliards. J'avoue que j'étais surpris et perplexe par le niveau du budget. Nous avons voté un budget autour de 900 milliards l'année passée. Nous avons été obligés de passer par un collectif budgétaire, ce qui veut dire que le budget n'a probablement pas été totalement exécuté parce que les ressources attendues n'étaient pas présentes. Et au collectif budgétaire, le gouvernement a très bien précisé qu'il y a des aides budgétaires qui n'ont pas pu être données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 1000 milliards, nous sommes perplexes, nous ne savons pas comment le gouvernement, par quelle alchimie, va pouvoir mobiliser toutes ces ressources. Et puis, ce qui m'a un peu surpris, c'est également les 39 milliards de déficit budgétaire. Si, dans lequel c'est le déficit budgétaire, parce que je n'ai pas encore le document du budget. Ce document est devenu un document totalement, je dirais, confidentiel, voire secret d'État, difficilement accessible. Et pourtant, c'est un document qui retrace les deniers publics, donc les ressources de tous les Togolais. Normalement, ce document devrait être rendu public, accessible à tout le monde, essentiellement accessible aux journalistes, ce qui n'est pas le cas. Pour le moment. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que nous sommes passés en 2015-2016 d'un déficit budgétaire de 11% du PIB, c'est-à-dire autour de 271 milliards, à aujourd'hui un besoin de financement de 39 milliards. Je ne sais pas comment ça a pu être fait. J'avoue que ça me surprend beaucoup. Ça me surprend beaucoup. Mais pour ce qui concerne le fonds, il faudra voir les allocations. Oui. Comment les allocations ont été et les différentes lignes. Comment les arbitrages budgétaires ont été faits. Et quelles sont les lignes sur lesquelles les priorités ont été mises, comment a été l'évolution dynamique sur les 3 dernières années par rapport à ces lignes. Il faut faire ces analyses pour savoir si nous sommes toujours dans la logique du saut social ou pas. Pour l'instant, nous n'avons pas tous les éléments. Dès que nous les aurons, c'est vrai que nous avons déjà, avec l'économie, nous avons un document qui a été écrit depuis 2 mois sur le budget. Nous ne l'avons pas sorti, tout simplement pour des raisons propres à l'association. Dès que nous aurons tous les éléments, nous allons faire une conférence sur le budget.
Et juste pour expliquer dans un langage un peu plus facile et accessible à tous les Togolais, ce que vous aurez constaté. Absolument. Oui, mais est-ce que au regard de tout ça, il y a quand même cette volonté, cette propension de créer de la richesse dans le pays? Parce que une chose est d'avoir le budget ou de voter le budget, mais l'autre chose est aussi de créer la richesse pour que, du moins, la marche juvénile puisse se trouver à faire. En fait, le processus de création de richesse commence par la structuration du budget. Donc, c'est la manière dont vous structurez le budget, vous faites des allocations, qui vous conduira à la création de la richesse. Lorsque nous voyons ce qui se fait dans notre pays depuis 2 ou 3 ans, nous constatons qu'il y a un accent qui est mis sur le service, c'est-à-dire le niveau tertiaire. Bon, nous ne sommes pas convaincus avec économique sur le fait que un pays pauvre comme le nôtre puisse mettre l'accent en une orientation économique, mettre l'accent sur le service au niveau tertiaire, à partir du moment où, en économie, le tertiaire, c'est le secteur qui dégage le moins de marge possible. La petite satisfaction que nous notons, c'est par rapport à l'agriculture, les résultats de l'année 2014 publiés par le rapport de la Banque de France notent une, je dirais, petite amélioration dans l'augmentation de la production agricole. Malheureusement, ça sera atténué par le fait que cette année, il y a une très faible pluviométrie. Nous ne savons pas ce que ça va donner. Mais bon, à ce niveau-là, ça va dans le bon sens, bien que nous attendons toujours la restructuration du secteur primaire, notamment l'agriculture, le secteur minier. Nous attendons toujours le modèle de croissance du secteur agricole que le ministre de l'Agriculture doit sortir, qui doit permettre donc de créer suffisamment de richesses dans ce secteur-là. Donc, sous réserve de l'analyse du budget, des allocations qui ont été faites, quelle est la part donnée par exemple à l'éducation nationale, quelle est la part donnée à l'agriculture, quelle est la part qui a été donnée à la santé. Sous réserve de l'analyse de ces données, je ne peux pas me prononcer par rapport à la création de la richesse. Nous avons pour l'année 2015 des prévisions de taux de croissance de 5,9. Nous estimons que c'est toujours faible. Avec un niveau de PIB réel de 2400 milliards, 5,9 de taux de croissance, c'est toujours faible. Si nous voulons sortir du cap de la pauvreté et nous indexer sur le cap de l'émergence, il nous faut très rapidement avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Mais quand même, le chef de l'État, lors de son discours, a quand même dit nous allons maintenir le cap de l'émergence. Et en tout cas, le cap de l'émergence est toujours maintenu et il faudra aussi, il a quand même annoncé au travers de l'enquête Cube 2 qui a été réalisée par INSEAD que au moins la pauvreté est en train d'être réduite considérablement, de manière ostensible, de même que le taux de chômage aussi est en régression. Écoutez, je profite de l'occasion pour féliciter mon cher et ami Gentry, un collègue que je connais très bien, pour ces enquêtes-là. Je souhaiterais tout simplement que des chiffres crédibles et fiables puissent sortir de ce genre d'enquête et que la vérité soit dite au président de la République. J'avoue que je constate qu'il y a quand même un décalage entre ce qui est publié dans les rapports des grandes institutions telles que la Banque mondiale, le FMI, le CDE, la Banque de France. Mais bon, c'est un début. J'espère que le taux de chômage réel sera publié peut-être l'année prochaine ou prochainement, avec une vraie enquête, des données qui sont, je dirais, mieux collectées. Je sais les conditions dans lesquelles il travaille parce que c'est une maison que je connais. J'ai dans ma famille un ingénieur économiste statisticien qui a travaillé là-bas. Je connais très bien Monsieur Gentry. Je les encourage. J'espère que tout simplement que... Donc, à votre entendement, ces données ne sont pas totalement fiables. De toute façon, je vous cite le chef de l'État. Il disait dans son discours à la nation la dernière fois, les derniers chiffres,
issus des enquêtes spécialisées dites Cube 2015 sont éloquents. Ils montrent une réduction sensible de la pauvreté et du chômage, ainsi que d'une amélioration nette de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Et à fort de continuer, ces progrès sont le fruit de tous les efforts que nous avons ensemble consentis depuis quelques années. Et continuant, sans avoir besoin de le crier haut et fort, le Togo maintient le cap de l'émergence, comme en témoignent les nombreuses réalisations effectuées depuis une décennie en matière d'infrastructures économiques et sociales. Félicitations. Je dis pas que ces données ne sont pas fiables. Je dis tout simplement que c'est une première, que j'encourage l'INSEAD à continuer dans ce sens-là. Toutefois, nous avons des données des institutions internationales. L'indice... Et eux aussi l'ont. Bien sûr qu'ils l'ont. L'indice de développement humain qui constate la réduction de la pauvreté et dont il a fait mention, eh bien, nous sommes 167e sur 187 au monde. Bon, écoutez, ça c'est les chiffres de la Banque de France pour le rapport 2014. Nous sommes 167e sur 187 au monde. 20 de différence. Voilà, écoutez, si ça satisfait les gouvernants, moi je n'ai pas de village. De toute façon, vous ne faites que constater au regard des rapports ici et là. Voilà. Avec économique, nous ne collectons pas des données. Vous ne réalisez pas des enquêtes. Pas du tout. Nous analysons les rapports produits par les institutions internationales et nous expliquons aux populations ce que ces rapports veulent dire dans un langage simple pour que les populations, nos compatriotes, puissent savoir où va le pays. Oui, mais des fois, vous auriez mieux fait aussi de recommander ou de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement pour mieux faire. Ça, nous le faisons tout le temps. Ah, d'accord. Nous le faisons tout le temps. Là, récemment, messieurs et dames, vous êtes en direct sur votre radio. Notre invité de ce matin, c'est monsieur Koumounete Dodi Thomas, président de Veille économique. 3 ans après les incendies des marchés de Lomé de Kara, où en est-on aujourd'hui avec surtout les dames qui ont perdu des milliards ou leur fonds de commerce était parti en flammes? Il faut préciser que dans la nuit des 10 et 12 janvier, un incendie a ravagé les grands marchés de Kara à l'intérieur du pays et de Lomé, la capitale du Togo, sans faire de victimes. Mais les dégâts étaient très, très importants. 3 ans après, les commerçants victimes de ces incendies tirent toujours le diable par la queue. Et c'est dans ce contexte que il y a quelques semaines, votre association, l'association Veille économique, était venue, si je peux le dire ainsi, à la rescousse des commerçantes après une analyse de la situation, et vous avez estimé que une subvention conséquente de 7,5 milliards est indispensable pour aider ces femmes à se relever de ce drame. Alors, monsieur Koumou, comment en êtes-vous arrivé à 7,5 milliards? Est-ce à dire que vous avez eu à échanger pendant longtemps avec ces femmes en collectant des données précises et vous êtes arrivé à 7,5 milliards et encore, ces 7,5 milliards vont servir à quoi et où allez-vous les trouver? Avant de poursuivre, je voudrais avoir une pensée à la présidente de la CIMAT, Madame Adjomada, qui est une femme vraiment courageuse, qui se bat pour ses compatriotes qui sont dans cette situation très, très, très difficile. Les hommes et les femmes qui ont perdu, je dirais quasiment leur avoir, ces nuits-là, sont dans une situation très, très difficile. Et la dernière fois, vous l'avez vous-même remarqué à la conférence de presse, qu'il y avait une dame qui, tout en pleurant, a fait un témoignage très, très émouvant. Je voudrais leur dire de garder espoir et qu'un jour, peut-être, le juste retour des choses le permettra de pouvoir se relever. Alors, disons que j'ai eu un coup de fil un matin de la part de la présidente de l'association Assimad. Et puis, bon, nous avons pris rendez-vous, nous avons discuté, et elle m'a fait comprendre que elles sont dans une situation très très difficile,
et qu'elle souhaiterait que les commerçantes victimes des incendies les sinistrés des deux grands marchés de Lomé et de Kara, voilà. Et qu'elle souhaiterait que nous les aidions à trouver des solutions, des pistes de solutions pour sortir de cette situation. Depuis 3 ans qu'elles vivent, qu'elles sont endettées auprès des institutions financières de la place, qu'elles n'arrivent pas à payer leurs dettes et qu'elles n'arrivent pas à faire leur activité. Donc, du coup, c'était un dossier sensible. Pour la première fois dans l'année, j'ai tout fait pour réunir notre bureau exécutif avec le professeur Dosset, que je salue également, un homme formidable. Et puis, bon, ils m'ont donné le cutus de reprendre langue avec la présidente et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Alors, je leur ai fait des propositions, une proposition finances publiques et puis une proposition finances de marché. Et nous avons commencé la rédaction du document. Disons que dans les rencontres, nous avons demandé aux femmes de collecter des données, bien évidemment. Et donc, ils nous ont fourni, nous avons demandé à ce qu'ils nous fournissent le chiffre d'affaires quotidien qu'elles faisaient, le chiffre d'affaires mensuel qu'elles faisaient, la totalité des avoirs en chiffres qu'elles ont ou qu'ils ont perdus. Dans les incendies. Voilà, les endettements qu'ils ont ou qu'elles ont contractés auprès des banques et institutions de microfinance avant le drame, de mettre les montants. Donc nous avons collecté une série de données et le nombre de personnes qui se trouvent dans l'association, le nombre de personnes qui ont été victimes à peu près. Donc sur la base de la collecte de ces données, très rapidement nous avons fait notre évaluation et nous sommes arrivés à un chiffre entre 6 milliards de chiffre d'affaires mensuel pour l'ensemble qui est un chiffre plancher. Eux, ils nous ont donné 8 milliards et quelques. Et donc, nous avons fait une moyenne et nous sommes arrivés à cette valeur de 7,5 milliards. Mais cette valeur de 5,5 milliards, ce n'est pas un montant qui va distribuer aux femmes. Non. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas un montant à distribuer à toutes ces victimes ou disons à ces sinistrés. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un montant qui a été évalué de manière à permettre de pouvoir, je dirais, effacer, alléger ou rembourser dans leur totalité les endettements que ces femmes ont contractés auprès des institutions à 70%. Et les 30 autres % de ce montant seront consacrés à former une garantie, ce que nous appelons collatérale, une garantie souveraine de l'État auprès de ces institutions, de manière à ce que de nouvelles lignes de crédit puissent être mises en place pour permettre à ces dames, à ces hommes de recommencer à travailler, d'exercer leur métier qui leur tient à cœur, et donc de redynamiser notre commerce intérieur, parce qu'il faut pas oublier que ce drame a impacté considérablement notre commerce intérieur et donc notre ressources internes, notamment les recettes fiscales, douanières et taxes assimilées. Nous avons évalué ça à 72 milliards parce que le chiffre d'affaires mensuel étant à 6 milliards, en un an, ça vous fait 72 milliards. Et sur ces 72 milliards, rien que sur la TVA, vous avez 12 milliards de pertes pour le Trésor national. Lorsque nous avons commencé par collecter les données, sur 700, ils sont 700 dans l'association Assimat, à peu près 1500, 2000 qui ont été victimes directement dans les marchés de Lomé et de Kara. Nous avons constaté sur 70 personnes qui nous ont donné dans un premier temps leur niveau de dette auprès de... Ils sont à plus de 250 millions de francs CFA de dettes à l'endroit d'institutions de microfinance telles que la FUSEC, par exemple. Oui. Alors, 250 millions déjà pour 70 personnes, alors qu'ils sont 700 dans l'association et à peu près 1500, 2000. Et 80-90% de ces 2000 personnes victimes ont des dettes aujourd'hui auprès des institutions de microfinance.
qui n'ont pas payé. Il y a certains qui ont pu rembourser avec l'aide de leur famille, mais la majorité n'ont pas payé un centime. Ce qui fait que... Cela leur constitue des soucis majeurs. Absolument, absolument. Écoutez, lorsque vous avez 4 millions, 5 millions de dettes auprès d'une institution de microfinance... Alors que vous n'avez même plus d'activité... Vous n'avez plus d'activité rémunératrice qui vous permet de pouvoir rembourser la dette. Vous n'avez pas de... La plupart du temps, ils ont des quotients solidaires et ce sont des endettements qui étaient en réalité des endettements de très court terme, c'est-à-dire qui alimentent le bas de bilan en quelque sorte, donc le fonds de roulement, qui est quotidien. Tous les 3-4 jours, vous prenez de l'endettement et puis vous remboursez au fur et à mesure. Donc, ce qui fait que lorsque nous avons analysé la situation, nous avons produit un schéma et à partir de ce schéma, nous avons conçu un document et nous avons envoyé ce document au président de la République, son Excellence. Vous lui avez envoyé cela ? Tout à fait. Nous avons envoyé, je crois, le 28 décembre, si ma mémoire est bonne, ou 28 novembre, si ma mémoire est bonne, le document au président de la République, avec un courrier de transmission. Et nous avons envoyé au Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons envoyé le document à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre du Commerce, Madame la ministre du Développement à la base. Nous avons envoyé le document à toutes les ambassades, l'ambassade de France, des États-Unis, d'Allemagne, de l'Union. Nous avons envoyé à l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous avons envoyé à la BAD. Nous avons envoyé au FMI. Bref, nous avons envoyé au PNUD. Nous avons envoyé les documents à tous ceux qui sont directement ou indirectement intervenus lors du drame. Ils sont intervenus dans ce processus-là. Et Dieu merci, nous avons, un mois plus tard, je crois que c'était le 22 décembre, nous avons reçu un courrier de réponse de la part du ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État. Oui, oui. Ça intéressera les auditeurs, oui. Il a répondu, il a pris acte, il a accusé réception, il a pris acte, il a estimé que l'initiative de l'association CIMAT était une bonne initiative et que le document était un bon document et que il va avec ses collaborateurs essayer de l'étudier à fond pour nous revenir. Bon, nous avons espéré que ces 7,5 milliards soient mis dans le budget 2016 qui vient d'être voté et dans les lignes du ministère du Développement à la base. Et que ces 7,5 milliards soient transférés après déblocage sur un compte séquestre avec 3 signatures du ministre du Développement à la base, du ministre du Commerce et de la présidente de l'association, de manière à limiter toutes des fuites, éventualité de détournement, etc. Donc c'est ce que nous espérions. C'est ce que vous avez proposé aussi. C'est ce que nous avons proposé. Nous avons proposé que soit mis dans le budget de 2016 une ligne de 7,5 milliards sous le département du ministère du développement à la base. Oui, et nous avons appris également dans le budget actuel, le montant au niveau du ministère du développement à la base est revu à la hausse. Pour le moment, nous ne savons pas si peut-être votre proposition au gouvernement aurait été prise en compte dans cette revue à la hausse au niveau du ministère du développement à la base. Nous l'espérons aussi. Mais au-delà des courriers, est-ce que vous avez cherché aussi à les rencontrer pour pouvoir échanger un tout petit peu pour avoir une suite concrète à ce que la démarche entreprise? Donc, disons que nous avons un planning qui est clair. Et le planning prévoit qu'une fois que les courriers seront déposés, puisque nous avons fait un petit lobbying parlementaire, puisque ce sont les parlementaires qui allaient voter le budget, pour qu'ils soient au courant d'un tel document. Et nous attendions le vote du budget pour pouvoir réagir. Aujourd'hui, nous avons le vote du budget. Nous avons appris que le budget, la ligne budgétaire de développement à la base a été revue à la hausse, mais nous ne savons pas pour l'instant les raisons pour lesquelles il y a eu une augmentation de cette ligne budgétaire. Je profite pour remercier le président de la République, pour remercier le Premier ministre, Monsieur son Excellence le Premier ministre,
pour remercier le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, M. Ayassor. Et la ministre du développement à la base. Oui, la ministre du développement à la base, la ministre du commerce également, qui interviennent de toutes les manières dans ce dossier. Mais nous attendons toujours, nous espérons que effectivement cette ligne a été prise en compte dans le budget. Et dès que j'aurai le budget, nous saurons et puis nous organiserons une conférence de presse pour informer le public à cette fin. Ça, c'est une démarche assez louable puisque vous auriez fait cela sans pour autant saisir les premières autorités du pays et ce serait lettre morte. Mais tel que vous avez eu l'ingéniosité, en tout cas cette réflexion assez mûrie et envoyé le document à toutes ces sommités, je pense bien que suite favorable sera réservée puisque la relance du commerce intérieur, ça il le faut impérativement absolument, pour le pays. Absolument. 22 21 80 99 92 02 80 63. Mesdames et messieurs, avez-vous une question à notre invité, monsieur Koumounete Dodi Thomas? Alors vous êtes le bienvenu et nous allons prendre le premier qui est en ligne avec nous sur le 22 21 80 99 ou bien c'est plutôt le 92 02 80 63. Allô? Bonjour. Bonjour, l'invité. Bonjour. C'est Jacques. Oui. Ah, mes vœux réciproques. Les meilleurs vœux. Mes vœux réciproques à vous aussi. Oui, c'est vrai, vous avez bien expliqué les choses. Mais ce qui m'agace un peu, parce que la fois dernière, dans le message du chef de l'État, il a parlé d'émergence, d'éradiquer de la pauvreté, de chômage. Mais tout ce que vous venez de dire maintenant, bon, ce n'est pas la même chose. Bon, je ne comprends pas. D'accord. Merci. Merci. Nous allons prendre Gbadjadi. Allez, bonjour. Oui, bonjour. Je salue l'invité. Oui, je vous salue ici. Moi, citoyen lambda, je n'ai rien compris de ce qu'on vient de donner comme explication. Et en plus, je voudrais savoir, est-ce que votre association connaît le nombre de chômeurs dans ce pays? Est-ce que vous avez demandé au gouvernement qui va régler cette situation? Est-ce que le gouvernement connaît le nombre de chômeurs dans ce pays? Avant que, mon président m'avait dit la fois passée que, il y a eu amélioration au niveau du chômage. Je voudrais savoir, parce que nous voulons de précision cette année. Merci. D'accord. Monsieur Garo? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est à propos des marchés brûlés. Oui. Bon, depuis l'enquête qui était... là, nous ne parlons pas d'enquête. Nous parlons plutôt de la situation des femmes. Oui, sinon, notre invité, c'est un économiste. Il n'a rien à voir avec la justice. Ah, d'accord. Oui. Bon, bonne journée. Bonne journée, monsieur Gado. Ouais. 92 02 80 63 22 21 80 99. Et le dernier intervenant, nous allons prendre le dernier qui est en ligne avec nous. Là, il n'est pas là. Alors, vous avez écouté tout à l'heure Jacques qui dit au regard de tout ce que le chef de l'État a dit dans son discours à la nation le 2 janvier et les explications que vous avez données, franchement, il ne comprend pas, surtout parlant de l'émergence dont le cap doit être maintenu selon le chef de l'État. Non, je crois, il faut comprendre le discours du chef de l'État sur le volet politique. Le chef de l'État a fait un discours éminemment politique. Il faut être politique pour pouvoir le comprendre. Mais moi, je suis économiste. Ce que je sais, c'est que le Togo a $640 par habitant de revenus, de PIB. Et pour sortir de la pauvreté... $640 par mois, par jour? Non, par an. Par an? Oui, $640 par an, revenu de PIB par habitant. Ce que je sais, c'est que pour sortir de la pauvreté, pour qu'un pays sorte de la pauvreté, il faut atteindre la barre de $750. Ça, ce sont les chiffres des Nations Unies, des experts internationaux. Maintenant, pour atteindre le seuil de l'émergence, je parle du seuil de l'émergence, c'est-à-dire la porte de l'émergence. On est pas encore dans l'émergence. Il faut avoir un PIB par habitant de $3,000. Maintenant, entre $3,000 et $6,000, voire $9,000, vous êtes au cœur de l'émergence. Vous sortez de l'émergence et vous devenez un pays industrialisé lorsque votre population a des revenus par habitant au-delà de $9,000 par an. Par an. Voilà les chiffres.
$3,000, ça fait à peu près 1,5 million par an. Donc, ça vous fait diviser par 10, ça fait 150, 130 000 francs de revenus par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais ont 130 000 francs de revenus par mois? Tous les Togolais. Même les fonctionnaires, est-ce qu'ils sont payés à 130 000 par mois? Il y a des chiffres qui sont clairs, il y a des marges qui sont claires, qui sont établies par les Nations Unies, par la communauté internationale. Et lorsque vous êtes dans ces chiffres, vous savez si vous êtes un pays pauvre, un pays à voie de développement, un pays sur la voie de l'émergence, un pays émergent, un pays industrialisé et un pays, voilà. C'est toute une des étapes de procédure. Ce sont des étapes, absolument, ce sont des étapes qu'il faut franchir. Donc, les chiffres sont là. Nous avons un PIB nominal qui est à 2200 milliards, nous avons un PIB réel qui est à 2400 milliards. Lorsque vous divisez ce PIB par le nombre d'habitants, vous avez ce qu'on appelle le PIB par habitant. Et aujourd'hui, nous sommes avec le rapport fin 2014 de la Banque de France, nous sommes à $640 de PIB par habitant. Ce n'est pas moi qui publie les chiffres. Ce n'est pas Veille économique qui publie les chiffres. Ce sont des chiffres, des rapports du FMI, de la Banque de France, de la Banque mondiale. Voilà. Maintenant, le chef de l'État, lui, fait de la politique. D'accord. Il a fait un discours politique. Et voilà, Badiadi, lui, il disait que il n'a rien compris, mais franchement que maintenant, il serait situé certainement, puisque c'est des termes économiques, et lui, citoyen lambda, ça serait un peu difficile de comprendre toutes les données automatiquement, mais quand même, je crois, vous avez été encore plus explicite tout à l'heure là, mais est-ce que vous avez une idée sur le nombre de chômeurs au Togo? Non, personne là. J'ai déjà demandé au professeur Kakono Bouko de me le donner, s'il a, parce ils avaient fait une réunion, je crois, au Palais des Congrès. Et je me suis dit, mais écoutez, on n'a pas les données. Donc, maintenant, on nous dit que le chômage a diminué de 3,1, je crois. Alors, diminution de 3,1, par rapport à quoi? Voilà, on n'a pas le niveau de chômage. On n'a même pas la population active. Pour calculer le taux de chômage, il faut d'abord partir de la population active, avoir la structuration de cette population active. Ensuite, on calcule le chômage. Il faut structurer le chômage. Quels sont les compartiments du chômage que nous avons? Le chômage des jeunes, le chômage des 18-25 ans, des 25-35 ans, des 35-45 ans, et le chômage des seniors. Il faut une structure, la cartographie du taux de chômage dans le pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, les publications qui ont été faites la dernière fois ne nous donnent pas le niveau de chômage. Est-ce que c'est à 16% de la population active? C'est 20%? Je rappelle qu'en économie, 4% de la population active, ça c'est ce nous appelons le taux de chômage de plein emploi. Et c'est le référentiel de tous les pays, y compris les pays civilisés. Vous prenez les États-Unis, la France, tous ces pays, tout le monde veut atteindre 4% de la population active. Aujourd'hui, par rapport à ces 4%, nous sommes à quel niveau? À 10, à 16, à 20? Ça reste à déterminer très bientôt. Je voudrais finir en présentant mes vœux les meilleurs. Voilà. À tout le personnel de Radio Victoire FM. Merci. Et mes vœux les meilleurs à la population togolaise. Et que la divine providence marche à nos côtés cette année et veille sur nous. Et surtout, que Dieu aide afin que les femmes sinistrées des deux grands marchés puissent véritablement avoir possession donc de ces 7,5 milliards et relancer les activités au grand marché de Lomé et au grand marché de Kara. Certainement, le gouvernement y travaille. Merci, Monsieur Koumoun était Dodi Thomas d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames. C'est la fin de Audiature numéro 2 de cette année. Merci à Ascool. Merci également à toute la réalisation. Au revoir et bonne journée.